Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier Bernard de m'avoir invité dans ces journées qui sont toujours des moments importants dans notre vie universitaire intellectuelle. Et la vérité exige que je rétablisse la bonne version. C'est pas moi qui ai influencé Bernard, c'est plutôt l'inverse. Et je veux dire que bonne partie de mes réflexions n'auraient jamais eu lieu. Ça aurait peut-être, vous allez dire, ça aurait été plutôt une bonne chose, je ne sais pas, vous allez voir ça par la suite, mais n'aurait jamais eu lieu si je n'avais pas eu la chance de rencontrer Bernard à l'UTC il y a maintenant quelques années. Par pudeur, je ne vais pas redonner le nombre puisque ça nous renverrait assez loin. Alors aujourd'hui, là, je vous ai mis un titre qui ne veut pas dire grand-chose. Et je vais essayer de le clarifier par la suite néanmoins. Et mon idée, c'est de réfléchir sur quelque chose qui a été déjà évoqué tout à l'heure. C'est les plusieurs niveaux du numérique et notamment la tension qui peut exister entre une compréhension, on va dire, informatique du numérique et une compréhension que je vais dire plus phénoménologique, c'est-à-dire le numérique tel qu'il se matérialise, tel qu'il s'interface en fait dans notre quotidien et avec nos usages à un deuxième niveau. Et donc l'idée, c'est de mettre en regard un peu ces deux facettes, sachant que le numérique renvoie à des problématiques ou des compréhensions qui peuvent être légèrement différentes selon le niveau auquel on se situe. Alors en fait, l'idée de base, elle est très simple, hein. C'est de dire que lorsqu'on parle de numérique à un certain niveau, eh bien, on se retrouve à parler d'entités abstraites, hein, qui sont par exemple du binaire, hein, pour faire vite. Et ce qui caractérise ce binaire, on le sait bien, c'est une double caractéristique. C'est premièrement, il est neutre par rapport à sa réalisation matérielle. C'est en ça que c'est une abstraction qui permet d'être considérée pour elle-même, sans savoir et sans avoir besoin de considérer quelle est la matérialité physique qui va le concrétiser et le matérialiser. Donc c'est son indépendance par rapport à l'implémentation matérielle. Alors indépendance, pas au fait qu'il y en ait une, évidemment il y en a forcément une. Par contre, une indépendance à la nature de cette implémentation et donc les équivalences qu'on peut faire dans le numérique sont valables sur des implémentations différentes. Et puis, deuxième caractéristique, c'est une coupure qu'on peut appeler sémantique, hein, c'est-à-dire le fait que le binaire n'a d'autre réalité que la manipulation qu'il permet, et c'est toujours des conventions externes qui vont venir donner une valeur à ces 0 et ces 1 et permettre certains traitements plutôt que d'autres pour pouvoir les convertir, les transformer, donc les transformer les uns dans les autres et puis les convertir en autre chose qui sont eux-mêmes, par exemple des entités physiques comme des pixels ou des gouttes d'encre sur un papier ou des ondes sonores, etc. Et donc on va avoir un double jeu de conventions qui vont venir s'exercer, des conventions techniques qui vont être liées au format, qui sont des conventions externes aux matériaux binaires de base, et puis des conventions culturelles qui vont venir se surajouter à l'interprétation de ces contenus eux-mêmes traduits par rapport aux matériaux binaires. Donc on en a vu un peu une illustration tout à l'heure d'ailleurs, où il y a toute une organologie, pour reprendre le terme qui a été utilisé, que pour dire qu'il y a une succession de conventions, de couches, de transformations qui, d'une certaine manière, ce qu'est le binaire provient autant de conventions extérieures que de propriétés qui lui seraient propres. Donc ça veut dire qu'en fait on a une double coupure, une double idéalité, un peu comme je l'ai évoqué à l'aide de ce schéma. C'est une coupure matérielle qui relève de l'implémentation. Et donc on a une idéalité, une abstraction vis-à-vis de la matérialité, et puis un deuxième niveau qui est plutôt la couche de l'interprétation, ce que j'appelle une coupure sémantique. C'est tout simplement le fait de dire qu'il y a une abstraction par rapport aux différentes significations qu'on peut lui attribuer, dans la mesure où un même binaire peut recevoir des formats, des conventions différentes pour l'interpréter. Un binaire peut être donné à lire dans un player audio, dans un player vidéo. On entendra, on verra quelque chose, même si ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais néanmoins, il y aura une lecture qui sera possible selon les conventions qu'on donnera à ces outils pour pouvoir s'emparer du matériau. Alors à partir de là, j'ai envie un peu sur cette coupure sémantique en fait, d'articuler deux niveaux de réflexion. Donc le premier, c'est ce que j'appellerais un peu rapidement informatique. On pourra certainement en discuter par la suite, j'en ferai pas un débat terminologique, mais c'est plus pour situer les idées. Ce que j'appellerais informatique ici, c'est le fait de dire, bah voilà, le binaire qu'on va manipuler en tant que tel, on va l'aborder depuis un point de vue plutôt calculatoire, théorie du calcul, si on le prend de manière plus théorique. Et ce qui nous intéresse, c'est ses propriétés formelles, ce qu'on peut faire avec, les processus que l'on peut mettre en place,
interface, bref, les capacités manipulatoires que l'on peut avoir du fait de ce matériau. Et de manière intéressante, c'est que cette informatique se travaille beaucoup à travers la médiation qu'est l'écriture, dans la mesure où l'écriture va devenir l'interface d'intelligibilité pour comprendre ce qui se passe au niveau du binaire. Il y avait une blague à un moment donné dans les laboratoires d'informatique de Montpellier où les ordinateurs n'étaient faits que pour les mathématiciens parce que les informaticiens, eux, n'utilisaient pas d'informatique. Ils faisaient tout avec papier crayon pour comprendre ce qui se passait dans les machines. Et donc il y a une médiation de l'écriture et du théorique qui est... En fait, il reprend ses droits pour pouvoir comprendre, rendre intelligible ce matériau binaire et les transformations qu'il permet. Et puis, deuxième niveau, c'est un niveau numérique. C'est lui qui est plus ce que l'on va faire de ce numérique à partir des différentes conventions qu'on va lui appliquer. Et donc, notamment en insistant sur, d'une part, les interfaces qui vont donner à percevoir, donner à manipuler à travers nos actions ces matériaux binaires. Et puis, d'autre part, également, l'ancrage matériel qui va également donner une consistance physico-matérielle à ces contenus et obtenir de ce fait une certaine inertie physique, une pesanteur de la matière qui va donner un certain régime de fonctionnement, de conditionnement de ce contenu. Et donc d'une certaine manière, ce que j'ai envie d'articuler, c'est qu'on a un niveau informatique qui reste une posture relativement théorique et abstraite sur le numérique en tant que tel, qui est plus vu d'un point de vue computationnel ou calculatoire, puis un autre côté où le numérique c'est quelque chose que l'on va appréhender à travers nos gestes, nos actions, bref, plus à un côté de matérialisation, voire d'incarnation, lorsque le numérique se fait prothétique, et donc à ce moment-là, on a plus une phénoménologie, c'est-à-dire quelque chose où le numérique se manifeste, fait phénomène par rapport à nous, et c'est à travers cette réalité concrète, matérielle, incarnée, que le numérique est à penser, plus que dans sa posture calculatoire que l'on peut rendre intelligible à travers son étude théorique. Alors l'un évidemment n'est pas fait pour chasser l'autre, c'est bien au contraire en fait une biface ou à deux niveaux qui sont à penser de conserve pour comprendre ce phénomène du numérique qui n'est pas qu'un phénomène calculatoire, mais dont la compréhension calculatoire est importante pour comprendre ce que ça peut donner au niveau plus phénoménologique que j'appelle ici numérique. Donc ça rejoint un petit peu les discussions qu'on avait un petit peu évoquées tout à l'heure sur quelle différence y a-t-il entre informatique et numérique. Bon, vous voyez, je ne sais pas très bien non plus, mais c'est un problème qui m'intéresse néanmoins. Alors, les deux niveaux de manifestation donc, qui vont être intéressants, c'est l'informatique en disant en gros on va essayer d'aller de la manipulation binaire au calcul avec les différentes médiations que l'on peut avoir pour comprendre ce qui se passe, donc notamment une médiation de l'écriture, la représentation graphique, etc. Donc comprendre quand la représentation, en quoi est-ce qu'elle peut aborder le calcul, que ce qui se passe quand la représentation devient elle-même calculée, quand on a un algorithme par exemple, etc. Et puis par ailleurs, l'interaction, la manifestation, que j'appelle ici le numérique. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc on arrive un peu, puisque c'est un peu un philosophe persona grata ici, on peut parler d'une tension à la Simondon, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de confronter une posture informatique à une posture numérique, mais c'est de dire qu'il y a quand même une tension, une articulation entre les deux qui permet d'avoir deux régimes qui sont complémentaires. Premièrement, on s'aperçoit qu'on a souvent des possibilités tirées de la compréhension de l'idéalité du calcul, de ses perspectives, etc. Et en même temps, on a un autre mécanisme d'exploration qui n'est pas seulement la posture de compréhension théorique de ce qu'est le calcul et des schèmes calculatoires que l'on peut mettre en place, mais par ailleurs également les explorations matérielles. J'utilise même le mot charnel, puisque lorsqu'on regarde les dispositifs mis en place en réalité virtuelle par exemple, ou en art médiatique, ou tout simplement dans les réalités augmentées, etc., on s'aperçoit qu'il y a une dimension prothétique où le corps fait corps avec le numérique, et le numérique de ce fait prend une dimension incarnée, et c'est à ce titre-là qu'il peut être interrogé. Et donc on s'aperçoit, si on prend deux postures complémentaires, c'est l'exploration matérielle en tant que telle, charnelle, c'est souvent le propre de la création esthétique ou artistique. On a la création scientifique aussi qui va
se mobiliser dans le contexte plus sur les théories du calcul ou calculatoire, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc on a une tension productrice entre des postures où elles peuvent se féconder l'une l'autre, hein, entre exploration matérielle reprise par une compréhension théorique et une compréhension théorique qui ouvre des possibilités d'exploration matérielle. Hein, une institution avec laquelle on travaille pas mal, puis certains ici ont été même impliqués, comme l'IRCAM, on voit bien ce jeu, hein, de circulation entre compréhension scientifique et exploration esthétique ou artistique, où on voit clairement que l'intelligibilité, quand elle est partagée, elle est plus productive. Alors je vais commencer dans un premier temps à aborder le calcul dans son rapport à l'écriture. Alors c'est un bien grand mot parce que c'est pas la notion de calcul en tant que telle qui va m'intéresser ici dans sa posture théorique, c'est plutôt de revenir à des concepts qui sont bien connus et auxquels j'avais essayé de contribuer. C'est la notion de raison graphique, hein, qui a été posée par Jacques Goody, l'anthropologue britannique, et puis l'extension que l'on peut faire sur la base de ce raisonnement et de ce concept de raison graphique vers une raison computationnelle. Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai d'aborder la dimension du numérique comme plutôt une posture phénoménologique. Alors, les principes qui font qu'on peut comprendre et essayer de comprendre ce qui se passe avec l'informatique, le calcul, c'est de le mettre en regard avec un autre outil intellectuel qui l'a précédé, qui est l'écriture. Et donc, si on comprend et on essaie d'analyser en quoi l'écriture fait rupture, notamment à la suite de Jacques Goody et puis des historiens de l'écriture, etc., qui ont beaucoup travaillé cette question, c'est de montrer que l'écriture, en changeant notre rapport au contenu, l'instrumentation matérielle que l'on va avoir de nos contenus, pouvait modifier nos manières de penser, et non seulement manières de penser, mais également les concepts même de la structuration de la pensée. Donc ce ne sont pas uniquement des postures d'usage, mais ce sont littéralement des postures cognitives, hein, qui se mettent en place avec ce mode d'instrumentation. Donc c'est un peu ce qu'on avait évoqué à un moment donné, quand Bernard était à Compiègne, d'ailleurs, la théorie du support, hein, c'est le fait de dire que la matérialité du support est un conditionnement de la signification qu'il peut prendre, hein, et qu'il donne à ce qu'il supporte, hein, c'est-à-dire aux matériaux graphiques quelconques qu'il peut accueillir en tant que support. Et donc la rationalité, en quelque sorte, est conditionnée par son instrumentation. Donc ça vient à dire dans ses prolongations philosophiques, c'est une thèse assez dure, c'est qu'il ne peut pas y avoir de pensée pure, hein. Il y a toujours forcément un support sous-jacent qui va venir conditionner la signification véhiculée par ce support. Alors l'écriture est un cas exemplaire à plusieurs égards. C'est un exemple évidemment, mais c'est un exemple qui est paradigmatique dans la mesure où, de par de son importance et de son mode de fonctionnement, permet bien de montrer l'articulation entre la raison du support et la raison qu'il véhicule. Alors la raison graphique, vous la connaissez tous, hein, surtout dans une communauté comme ici, hein, c'est tout simplement le fait de dire que par le passage de l'oralité au spatial, eh bien, l'écriture change de dimension, l'écriture change de la temporalité à la permanence, et l'écriture, pour le dire vite, propose directement eh bien, une synopsis, hein, un voir ensemble, parce qu'il permet une synthèse, c'est-à-dire un poser ensemble dans un même espace, et ce qui fait que la temporalité de l'écoute se déplace à la temporalité de la lecture, et donc l'ordonnancement de l'écoute est libéré pour donner lieu à un ordonnancement de la lecture qui peut être arbitraire par rapport au matériau initial, donc au matériau graphique. Donc cette raison graphique, tout simplement en permettant de voir autrement ce qui a été posé ensemble par ce support, eh bien, met en perspective des rapports qui étaient sinon non perceptibles ou non audibles si on prend l'articulation et l'opposition à l'oral, et donc on peut voir ce qu'on ne pouvait entendre, et on peut voir des rapports qui paraissent signifiants alors qu'ils auraient été totalement arbitraires et contingents dans l'oralité initiale dont souvent l'écriture procède, même si ce n'est pas de manière exclusive.
Alors, pour illustrer ce processus, vous connaissez tous, vous prenez un petit texte. Donc, par exemple, voilà, je parle, mais certains parlent aussi entre eux. Vous êtes très silencieux, mais vous prenez des notes, on va dire, ou vous faites vos mails. Et puis, nous parlerons aussi, j'espère, par la suite. Et donc, ça veut dire que quand je dis ce texte, évidemment, vous êtes dans le flux oral et vous avez une conscience qui doit se coïncider avec mon flux oral. Mais dans l'écriture, vous pouvez revenir et avoir une segmentation arbitraire par rapport au flux initial. Et donc, par exemple, segmenter et repérer certains segments, repérer qu'ils ont, par exemple, le même radical, et qu'ils ont des déclinaisons différentes. Vous pouvez compléter la liste et avoir un ordre qui peut être arbitraire par rapport à l'ordre initial, et surtout vous pouvez faire une mise en liste qui est tout à fait originale, et à partir de là considérer la liste comme un nouvel objet intellectuel. Et donc, par exemple, c'est ce qui a été notamment montré par pas mal d'historiens de l'écriture ou de la grammaire, etc., et qu'à partir de là, on peut se poser des questions sur des catégories nouvelles qui n'auraient pas été pensables, ni même abordables, intelligibles, dans une organisation avant l'écriture. Donc là, on connaît bien l'ouvrage déjà ancien de Sylvain Auroux qui montre que la grammaire est un artefact de l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture donne l'observation de la langue nécessaire pour pouvoir construire des catégories sur la langue et passer du savoir épilinguistique au savoir linguistique. Donc, on voit bien ici l'importance en fait du support pour comprendre le matériau qui est consigné. Et donc, la question qui se pose après, c'est quelles sont les structures que l'on peut mettre en avant grâce à ces principes. Et donc, Goody, en gros, en proposait trois essentiels, qui est la liste, le tableau et la formule, qui sont les trois catégories non seulement d'agencement, donc les catégories graphiques, mais ça va plus loin parce que ce ne sont pas seulement des catégories graphiques, c'est aussi des catégories cognitives, des catégories conceptuelles, c'est-à-dire c'est des modes de pensée qui sont associés à ces trois types de structures. Donc la liste, c'est la catégorisation en fait, le tableau, c'est la systématisation, la pensée en système, et puis la formule, c'est la formalisation, le fait de pouvoir penser une formule uniquement en fonction de sa forme, indépendamment de la signification arbitraire que l'on peut lui donner. Donc c'est la prise de conscience de la syntaxe en fait pour elle-même, de la forme en tant que telle, indépendamment de la signification qui souvent lui sert de médiation pour pouvoir être exprimée. Donc ces trois postures cognitives, ces trois postures graphiques qui l'une individuant l'autre en quelque sorte, eh bien la question qui se pose alors depuis maintenant un certain nombre de décennies, c'est comment se transforme en fait cette rationalité dès lors qu'on a affaire à un écrit qui n'est pas seulement spatial, mais un écrit qui va devenir dynamique, un écrit qui va devenir manipulable, non pas à travers les gestes que nous allons avoir pour manipuler le substrat graphique, mais à travers en fait le calcul et la machine calculante en fait, la transformation du matériau écrit par une dynamique qui lui serait propre parce que programmée, exécutée par la machine symbolique. Et donc une première réflexion, c'est de dire, puisque en fait on s'aperçoit que l'écriture donne lieu à une raison graphique, donne lieu à l'émergence en fait de catégories graphiques mais également cognitives, est-ce qu'on ne peut pas risquer le terme de raison computationnelle qui serait en fait ce que qui serait à la computation, c'est-à-dire à l'ordre calculatoire, ce que la raison graphique est à l'écriture. Et donc la raison computationnelle ici, ce serait de comprendre quand l'écrit devient une conséquence du calcul ou est manipulé par le calcul, bref un écrit dynamique, où c'est pas seulement nous qui jouons sur la manipulation, la grammatisation que permet l'écriture, mais que cette grammatisation se fait à travers l'artefact calculatoire, eh bien, que deviennent ces catégories graphiques et ces catégories cognitives. D'où l'idée de reprendre en fait des catégories graphiques et de voir quel serait leur corrélat dans un monde plus computationnel et donc calculatoire. Et donc je me suis risqué à l'exercice de faire la conversion entre graphique et computationnel, et les propositions que l'on peut faire seraient les suivantes. Si vous prenez la catégorie de liste, une liste calculée, en fait ça devient tout simplement un programme avec son séquencement d'exécution qui est intimé
programmés par l'organisation spatiale de la liste. Et donc on rajoute bien ici l'espace qui va programmer un temps, hein, l'espace de la liste qui va devenir en fait un ordre d'exécution, en fait un séquencement temporel pour l'exécution des instructions. Si on prend la notion de tableau qui est une structure graphique très intéressante, puisque le tableau c'est un système où même les cases vides ont un sens, hein, donc on a un ordre topologique qui devient signifiant par sa seule position en fait. Eh bien l'idée ce serait de dire qu'on aurait un équivalent avec la notion de réseau. Hein, le réseau qui serait en quelque sorte un mode d'organisation, un mode de pensée, un mode d'articulation où l'espace des nœuds devient intelligible du fait de la médiation du calcul, et donc la rationalité en fait du réseau procéderait dans notre capacité à le maîtriser à travers ces différents procédés calculateurs que l'on peut avoir, Internet étant évidemment un exemple magnifique, mais pas le seul, puisque la notion de réseau aujourd'hui devient un concept organisateur dans toutes sortes de domaines, l'économie, la gestion, etc., où la notion de réseau, un peu comme celle de tableau, est devenu un mécanisme cognitif d'organisation du réel et de notre rapport au réel. Alors souvent d'ailleurs, si on prend le réseau dans une pensée classique, c'est souvent le terme de labyrinthe qui vient, et le labyrinthe c'est la figure de la complexité, hein, c'est là où on se perd, c'est là où on aborde peut-être du rationnel mais qui devient inintelligible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser, et évidemment comme vous le savez, au centre du labyrinthe ça se passe mal. Et donc le réseau, notamment ceux qui n'ont pas de centre, hein, Internet, etc., eh bien, apporte un moyen de rationalité nouveau grâce à la médiation du calcul, où le labyrinthe devient en fait intelligible grâce à ces intermédiaires, et donc devient réseau. La formule, là c'est l'idée d'une appréhension uniquement par la forme qui permet de donner un statut au matériau graphique, indépendamment de la signification qu'on peut lui associer. Un équivalent peut être trouvé dans la notion de couche, hein, qui est assez importante en informatique, où la notion de couche, c'est précisément le fait de pouvoir considérer un niveau indépendamment de ce qui est au-dessus, indépendamment de ce qui est en dessous, et donc en fait d'avoir une autonomisation du sens, hein, autonomisation d'un certain niveau, et de le considérer comme la seule réalité à laquelle on a à travailler, indépendamment de son environnement. Un peu comme la formule est une manière de pouvoir travailler indépendamment par exemple de la police d'écriture que l'on va associer, mais également indépendamment de la signification plus ou moins arbitraire, l'arbitraire du signe, la convention plus ou moins arbitraire, sémantique que l'on pourrait lui attribuer. Et puis enfin, quelque chose qui n'appartient pas à l'ordre de l'écriture stricto sensu, en tout cas c'est pas quelque chose que par exemple dans la raison graphique de Goody on voit aborder, c'est la notion de schéma. Hein, où dans la réalité computationnelle que l'on a aujourd'hui, on s'aperçoit que ça devient un peu un objet type maquette numérique, c'est un objet dynamique, interactif, qui devient le substitut du réel, le gage de rationalité en fait, avec lequel on va travailler pour pouvoir concevoir, pour pouvoir construire, projeter, comme on le voit très bien dans les industries manufacturières comme par exemple l'aéronautique. Comme vous le savez sans doute, le Falcon 7X a été un avion qui a été conçu de manière intégralement numérique, et la première fois qu'il a volé, eh bien, c'est la première fois où on avait assemblé tous les systèmes qui avaient déjà été simulés numériquement auparavant, mais qui n'avaient jamais eu de concrétisation matérielle par ailleurs. Donc le schéma numérique devient du coup non seulement un schéma cognitif, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais un schéma de articulation au réel, en particulier, donc à la fois un réel qui permet de reproduire, un réel qui permet de programmer, et un réel parfois où il peut se substituer. Et donc ça fait la transition avec ce que je voulais aborder en deuxième partie, c'est-à-dire que là on a abordé le computationnel à partir de figures de la rationalité, hein, comme étant issu de rationalité graphique, mais que l'on transforme à travers une couche calculatoire. Eh bien, l'idée maintenant à présent, c'est d'aborder ce computationnel, pas seulement en tant que figure de la rationalité que l'on peut construire, mais en tant que posture de rapport à la réalité qu'il va transformer, et donc d'aller vers ce que j'appelle une phénoménologie du numérique, hein, dans la terminologie que j'ai adoptée jusqu'à présent. Et donc, dans ce contexte-là, l'idée, c'est d'avoir un rapport au numérique qui n'est plus par sa représentation, qui n'est plus à travers une extension vue dans la prolongation de la grammatisation des contenus comme étant une suite de l'écriture, mais le prendre plutôt comme eh bien, un objet pratique où on va avoir en fait un rapport
au corps, au sens, alors au sens signification, mais aux 5 sens, au sens perception, hein, qui vont reposer sur les possibilités calculatoires, mais aussi technologiques, hein, avec toutes les différentes interfaces, instrumentation matérielle que l'on peut avoir, grâce à ce médium numérique. Donc là, je reprends un exemple, il pourrait y en avoir plein d'autres, hein, c'est les arts médiatiques, où on va avoir par exemple un son enregistré qui est numérisé et qui va être projeté par exemple en tant qu'image numérique sur un écran, de manière à ce qu'on entende en même temps le son en même temps que l'on voit les images que ce son binarisé a produit. Et donc évidemment le geste esthétique ici, c'est de montrer que on va synchroniser nous dans notre réception le son et l'image, alors que l'un est parfaitement arbitraire par rapport à l'autre, puisque évidemment ici la numérisation donne un binaire qui est coupé de son lien sémantique avec le son origine, et on va le retravailler avec un format et une interprétation qui n'a rien à voir avec l'origine de ce binaire, puisqu'on va l'interpréter comme si c'était une image, et donc le projeter en tant que tel. Et donc on a un arbitraire en fait du média qui est en même temps en opposition avec la synchronisation que l'on propose. Et donc l'effet esthétique, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un rapport entre ce que l'on entend et ce que l'on voit, alors qu'évidemment ça n'a aucun rapport entre les deux. Donc là c'est un exemple hein, où on a une posture purement là, corporelle, phénoménologique, etc. Hein, par rapport à des possibilités de transformation que ne permet pas le calcul en tant que tel. Il y a plus que ça, puisque vous voyez que c'est avant tout le calcul dans ce qu'il permet de s'interfacer avec des réalités qui lui sont extérieures, donc ici le son, l'image, l'appareillage technique, etc., qui va donc ici prendre le pas sur une pure compréhension de manipulation intellectuelle du contenu. Donc l'idée, c'est de dire qu'ici, ce qui nous intéressait, c'est que ce n'est pas le numérique comme calcul, c'est plutôt le numérique comme capacité à montrer, à représenter, à manipuler du contenu ou des gestes dans une posture matérielle, dans une posture incarnée. Et donc, d'une certaine manière, là on prend le numérique comme étant un objet idéal qui est sans domicile fixe, puisqu'il est librement implémentable, sans identité fixe, on peut le renégocier en permanence par rapport au format qui va bien. Et donc là l'idée c'est de dire que le numérique, il va indiquer une réalité qu'il n'est pas. Il va renvoyer à une réalité qu'il n'est pas dans l'arbitraire de son usage d'interface, de son usage d'implémentation, etc. Et donc là, l'idée, ce serait de dire que le numérique, d'une certaine manière, va relever d'un ordre, non pas du calcul, mais de la représentation. On l'a bien vu là tout à l'heure, d'ailleurs, de la représentation et de l'image. Hein. Et donc, c'est l'idée de comprendre en fait le numérique comme mécanisme d'image hein, qui va nous occuper à présent. Alors, j'essaie d'avancer. Donc ici, prenons le numérique comme représentation et essayons de voir comment ça se négocie hein, quand on va parler de représentation. Est-ce que le numérique peut venir ajouter, apporter dans ce contexte-là? Alors évidemment, dès qu'on parle de représentation, il y a un héritage, hein, c'est un concept lourd. Hein, dès qu'on parle de représentation, on est sûr qu'il y a quelqu'un dans les discussions après qui va vous engueuler en ayant oublié une partie, la notion de présentation qu'il aurait fallu absolument prendre en compte, etc. Donc, dont acte, vous aurez raison, hein, j'aurais certainement oublié quelque chose. Alors, l'idée là, si je prends la manière assez simple, voire simpliste, hein, c'est de dire, prenons pour travailler la représentation dans son sens le plus simple, c'est-à-dire qu'il y a un représentant qui a un renvoi intentionnel au sens traditionnel brintanien, Nintendo, enfin ce à propos de quoi c'est, hein, le visé, hein, donc qui renvoie à un représenté. Et l'idée, c'est de considérer ici qu'on a 3 types de représentations qui vont jouer sur la différente ambivalence que l'on va avoir entre le représentant et le représenté. Alors pourquoi 3? Parce qu'en gros, d'une certaine manière, la combinatoire que j'ai prise ici, c'est le fait de dire soit on a un représenté qui est face au représentant, soit on a un représentant qui est face au représenté, ou on a des représentants et des représentés qui sont dans une ambivalence au sens qu'ils sont inséparables l'un avec l'autre. Alors, comment est-ce que je les fais travailler ici? C'est le fait de dire, eh bien, le signe, par exemple, notamment le signe linguistique, le signe oral linguistique, par exemple, c'est un représentant qui va s'effacer
au profit de son représenté. C'est-à-dire que la manière d'aborder le signe, ça sera plus à travers le signifié, ce qu'il représente, qu'à travers le véhicule représentant ce signe. On s'en aperçoit tous, hein, même des tests de psycholinguistique l'avaient montré, lorsqu'on utilise un mot, on se souvient plus de ce qu'il voulait dire que du mot exact que l'on a utilisé. D'ailleurs, souvent, quand on demande de le répéter, on donne un synonyme plutôt que de donner le mot qu'on a réellement entendu, parce que la médiation ici se fait par le sens. Quand c'est dans une langue qu'on ne comprend pas, eh bien, en général, on arrive à mieux reformuler le représentant parce que le représenté nous a échappé. Donc le signe, on va dire que c'est de manière générique le régime de signification où le représentant, en quelque sorte, véhicule le représenté, mais pour s'effacer derrière lui, et un peu comme la parole qui s'envole et l'écrit qui reste, hein. La parole qui s'envole, le signe en fait disparaît au profit d'un représenté qui reste, hein, après cette manifestation. Je ne rentre pas dans le débat de la nature du représenté. Le modèle, lui, c'est alors modèle au sens un peu qu'on peut trouver en ingénierie, par exemple. Hein, modèle quand on va parler de simulation numérique, ce genre de choses. Là, on a un point de vue qui est différent. C'est qu'on a un représentant qui, évidemment, renvoie au représenté, mais c'est lui qui fait foi, et d'une certaine manière, c'est lui qui le remplace. Un peu comme le modèle de l'ingénieur, il a un modèle parce qu'il peut l'interroger au lieu d'interroger directement le réel. Et donc, il peut, dans la plage de validité qu'il a calibré, etc., de ce modèle, se dire que si j'interroge le représentant, eh bien, je n'ai pas besoin de m'adresser au représenté. Le représentant tient lieu, c'est un lieu tenant, hein, du représenté. Hein, on l'a dans différents régimes sémiotiques, hein, ou du réel. Par exemple, en politique, quand vous avez un ministre plénipotentiaire, eh bien, c'est bien ce qu'on indique, c'est qu'il a tous les pouvoirs de l'instance qu'il représente. On n'a pas besoin de faire appel à une autre instance. Et puis le symbole, ben, comme l'étymologie le dit bien, ces deux morceaux ensemble qu'on peut recoller, eh bien c'est le représentant et le représenté qui ont besoin d'être de tous les deux pour pouvoir fonctionner comme signe. Hein. C'est-à-dire que le représentant ne peut pas jouer son rôle sans le représenté, et réciproquement, le représenté ne peut pas être un représenté sans représentant. Alors, c'est des genres assez distincts, hein, mais on s'aperçoit que, évidemment, ça correspond bien à l'ensemble des signes auxquels on est habitué. Le modèle numérique, la simulation dans le cas du modèle, le signe linguistique ou la notation lorsqu'on va avoir un signe au sens représenté qui est plus important que le représentant, et puis le symbole qui est souvent, on va rencontrer dans les motifs plus esthétiques ou artistiques comme la photo, la peinture et l'icône. Alors là, si on rajoute le numérique, la construction que j'ai envie de faire, c'est de dire qu'à ce moment-là, le numérique qui va rendre actif, en fait, qui va rendre dynamique en fait ces réalités sémiotiques ou signifiantes que l'on a, eh bien, vous nous donnez trois postures complémentaires qu'on va retrouver dans un certain nombre d'expériences ou de réalisations numériques. Si on prend un signe qui est en quelque sorte animé par le calcul, la transformation numérique, plus générique que le calcul, puisque là ça peut jouer avec différents registres d'incarnation, matérialisation, etc. Eh bien on aura des figures un peu de la pseudo-pensée, avec tout ce que cela évoque un peu à la fois au niveau mythique, mais également d'instrumentation intellectuelle, et ça renvoie plus ou moins aux différents régimes de l'écriture, l'écriture qui s'écrirait toute seule, hein, d'une certaine manière, et une écriture avec laquelle on pourrait rentrer en dialogue avec un autre que soi qui écrit à travers la dynamicité de cette écriture calculée ou calculante. Le modèle, c'est la pseudo-action, et donc on le retrouve dans le monde de simulation. On teste une action dans le modèle, c'est une pseudo-action, effectivement on n'agit pas dans le monde réel. Hein. La simulation d'un incendie ne brûle pas l'ordinateur, hein, comme disait John Searle, mais néanmoins on espère bien apprendre des choses sur l'incendie dans le réel, et donc de pseudo-agir, hein, dans ce contexte-là. Et puis dans le monde du symbole, eh bien, moi je verrais bien le monde de la pseudo-perception, c'est-à-dire ce qui renverrait au gigantesque domaine de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que quand le symbole devient également imprégné de cette capacité numérique calculatoire et calculante, eh bien, on obtient un monde de perception donnée, transformée, et cette fameuse réalité virtuelle. Alors souvent c'est celle qui est la plus interpellante en fait, hein, par rapport au régimes de sens classiques, et je vais passer un petit peu de temps, ce qui ne veut pas dire que les autres soient des évidences, hein. Le problème de la simulation est un vrai problème
dans le quotidien de la science, de la technologie, et donc aujourd'hui un problème d'épistémologie tout à fait fondamental. Pour rebondir sur les propos de Bernard tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut regretter que dans les formations à l'ingénierie, par exemple, il y a assez peu d'épistémologie de la simulation qui soit associée, dans la mesure où si parfois on a l'impression que les idées sont claires entre simulation et expérimentation, dans la plupart des cas quand même c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, le numérique comme pseudo-perception, là ça devient intéressant parce qu'on voit bien qu'on va avoir à ce moment-là des confusions des genres, en tout cas des choses qui vont se retrouver très proches en fait par rapport à une phénoménologie de la perception, un rapport au réel que l'on a l'habitude d'avoir, sachant qu'on construit un réel grâce au numérique en lui donnant l'allure d'un symbole, c'est-à-dire une manifestation qui véhicule un sens sans qu'elle soit désolidarisable de cette manifestation elle-même. Et donc là je reviens à la notion d'image telle qu'elle a été pu voir par différents travaux. Là, je me suis inspiré d'un travail particulier qui est l'anthropologie des images de Hans Belting. La notion même d'anthropologie des images m'intéressait bien pour montrer que, pour inciter sur le fait que l'image fait partie de notre rapport au monde en tant que tel et a une dimension anthropologique, non pas pour dire naturelle, mais en revanche qui ne se réduit pas simplement à des contingences culturelles. Il y a quelque part une dimension un petit peu fondamentale et transversale dans cette notion d'image. Et donc lui, dans sa caractérisation anthropologique, il met en regard trois postures, trois acteurs en fait, trois intervenants. Le support montrant, l'image montrée, et puis, troisième dimension qui est évidemment intéressante ici, c'est le corps regardant et agissant. Et il montre bien qu'il y a ces doubles postures du corps regardant et du corps agissant. Et donc, le travail en fait de ces trois instances introduit un vocabulaire nouveau qui renvoie à celui du corps, à celui de l'incarnation. C'est-à-dire que, d'une part, il y a un corps regardant et agissant, donc il y a un corps qui s'empare, en fait, qui s'incorpore l'image, et surtout, en plus, il y a le support montrant qui, à l'aide de l'image montrée, fait corps, et d'une certaine manière, le terme utilisé, c'est qu'il incarne l'image et lui donne un corps. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, le médium, en fait, grâce à son couplage, en fait, à son articulation avec le corps regardant et agissant, permet de donner lieu à un mécanisme, un processus d'incarnation et d'incorporation de l'image. Alors, on a une tension évidemment qui est productrice parce que le support, bien évidemment, n'est pas ce qu'il montre. Et donc, il montre quelque chose avec lequel on va rentrer en interaction, et notamment via le support, mais néanmoins, le support n'est pas ce qu'il montre. Donc, il est matériel, il oppose une résistance à l'incarnation, et dans le mécanisme qu'on a évoqué tout à l'heure, représentant-représenté, d'une certaine manière, le représentant aimerait bien se montrer pour lui-même, montrer la pesanteur en fait qui lui est propre, montrer la physicalité qui lui est propre, la matérialité qui lui est propre, et donc d'une réalité qui devient concurrente en fait à l'image montrée. Et en même temps, l'image montrée, du fait de ce qu'elle montre, du fait de la réaction qu'elle suscite et l'interaction que l'on met en œuvre, prend le pas sur le matériel, le support, qui s'efface au profit de l'image qu'il montre. Et donc à ce moment-là, la tension entre ces deux postures se résout à partir du moment où la résistance du support est mise à profit comme étant une dimension de la réalité manifestée, c'est-à-dire devient elle-même intégrée dans la monstration de l'image, ou en tout cas de la scénarisation ou de la monstration qui est ainsi manifestée. Donc on retrouve évidemment un classique qui est le fond-forme, qui a toujours été là, et qu'on retrouve également chez par exemple quelqu'un comme Husserl. Alors je crois que je vais peut-être sauter. Tac, tac, tac. Voilà, qu'est-ce qu'il dit Husserl là ? Non, si voilà. Husserl montre bien cette tension alors je crois que c'est dans la synthèse passive qui parle de ça, ou image, fantaisie, imagination, je sais plus très bien, mais il montre bien que ce qui fait que l'image fonctionne comme image, et qu'on la prend pas comme une réalité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ce qu'elle montre, c'est tout simplement parce que il y a une incohérence entre la perception du support et l'image montrée. Et donc c'est cette incohérence qui fait que personne n'a de doute sur le fait de regarder une image, parce qu'en fait on a une décohérence en fait de la forme par rapport au fond, et non pas une cohérence du fond par rapport à la forme. Donc
la réalité numérique qui nous est montrée, d'une certaine manière, elle devient intéressante dans la mesure où précisément elle peut, à travers la dynamicité du support et des réalités matérielles qui nous sont montrées, eh bien, s'intégrer dans un univers qui est celui montré par l'image et donc d'une certaine manière donner lieu à une autre perception englobante en fait qui s'internalise la résistance du support. Donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les expériences autour des réalités immersives où c'est précisément ça l'idée. L'immersion, c'est précisément d'essayer d'annuler la résistance du support et de faire en sorte que ce qui est montré englobe le montrant et on n'a plus besoin, on n'est plus confronté à cette incohérence, cette décohérence en fait entre ces deux postures. Et donc à ce moment-là, cet artifice technologique qui est rendu possible à travers nos artefacts donne lieu à un nouveau réel en fait et pas seulement à une réalité qui serait virtuelle. D'une certaine manière, c'est celui qui est à l'extérieur qui sait qu'elle est virtuelle. Pour celui qui est à l'intérieur, eh bien, le débat reste toujours, enfin le doute reste entier. C'est uniquement quand la mémoire d'être entré en expérience et la mémoire et l'espoir qui va pouvoir en sortir qu'il donne le mot virtuel à cette réalité qu'il est en train de vivre. Alors évidemment, le point clé, ça on n'aura pas le temps d'en parler énormément, c'est l'incarnation qui est très importante en phénoménologie, mais qui, je pense, se retrouve ici dans nos réalités numériques. Alors pour m'orienter lentement mais sûrement vers une... zut, j'ai fait une bêtise. Ça m'apprendra à faire le malin. Pour m'orienter vers une conclusion et laisser Yannick dire des choses sérieuses après moi. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, l'incarnation et le support, en fait, lorsqu'il devient numérique et qu'on est dans un régime symbolique qui est en fait une participation, une co-individuation entre représentants et représentés, eh bien notre phénoménologie du numérique nous montre qu'il y a des expériences où le support devient absorbé dans le montré et donne lieu en fait d'une illusion du réel qui en fait devient réel parce qu'un réel parfaitement simulé, eh bien quelle différence a-t-il avec le réel? C'est toute la question. Alors, ça ouvre tout un ensemble de perspectives, notamment phénoménologiques au sens strict. Et donc, par exemple, c'est des travaux qui sont menés à l'Université de théologie de Compiègne, tout un ensemble de travaux sur la suppléance perceptive ou en jouant sur les artefacts numériques permettent précisément de jouer sur cette extension du réel qui n'est plus en fait une opposition au réel, mais en devient une province, une dimension particulière, où le numérique nous montre, en investissant la dimension symbolique, eh bien, comment il peut construire une réalité qui n'est pas irréelle sous prétexte qu'elle n'existait pas avant et qu'elle n'était pas décelable auparavant. Alors, je crois que je vais sauter cette partie-là et je vais aller directement à ma conclusion. C'est pas Yannick qui va m'en vouloir. Donc en conclusion, ce que je voulais montrer ici, c'est, je pense qu'il y a quand même deux couches et deux niveaux du numérique. Le numérique comme puissance calculatoire qu'on appréhende en tant que tel et qu'on essaie de comprendre et qu'on aborde plutôt comme une extension de l'écrit et donc on en reste en fait dans une attitude assez abstraite ou idéalisante où le numérique serait ce que l'écriture devient quand elle est dynamique, et puis une autre dimension où le numérique c'est avant tout des artefacts avec lesquels on agit, des artefacts avec lesquels on perçoit, des artefacts avec lesquels on se met en rapport avec le monde, non plus par la médiation du concept représenté, mais à travers en fait le geste agi, répété et les perceptions qu'il permet, et donc une construction d'un réel élargi qui peut s'explorer de manière pas forcément théorique ou
intellectuelle, mais purement souvent concrète et effective. Donc la dimension artistique ou esthétique qui permet de découvrir ces nouvelles dimensions. Et donc on a une tension productive, comme je l'ai énoncé au départ, à mon avis, entre le numérique comme objet intellectuel, objet de pensée à explorer comme tel, et puis le numérique comme un monde d'expérience à construire, à explorer, un peu comme les arts médiatiques nous permettent de le faire, mais pas que. Je pense que la réalité technologique que l'on vit aujourd'hui, ce que les ingénieurs font quand ils travaillent en aéronautique, en manufacture, etc., eh bien, c'est un monde d'artefacts animés qui nous permettent de construire un monde d'expérience qui n'était pas prévisible au départ. Je vous remercie.